Allez, salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer quelques petits process sur l'investissement immobilier et si également je vais t'expliquer 2-3 choses par lesquelles tu es soit en train de passer ou que tu vas passer dans les quelques jours, quelques semaines, voire les quelques mois à venir pour que tu puisses y voir vraiment beaucoup plus clair. En tout cas, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi investir dans l'immobilier ? Donc alors, pour commencer tout de suite à enlever certains stéréotypes, etc., que tu as certainement dû entendre, moi je n'ai pas le bac, je n'ai pas le brevet, je viens d'une famille qui vivait dans une ville de moins de 5000 habitants, mon père était électricien, ma mère au foyer, on était donc 3, dont une grande sœur et un grand frère, donc je suis le petit dernier. Personne dans ma famille était investisseur, personne d'ailleurs n'avait ne serait-ce qu'acheté sa résidence principale à part mes parents et personne n'était entrepreneur. Donc vraiment le cursus idéal pour ne jamais investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, la seule chose qui m'a différencié des autres, c'est que j'ai arrêté d'écouter mon entourage, mes amis, ma famille qui me disaient que c'était pas possible, que si c'était facile, tout le monde le ferait, que l'immobilier était forcément réservé aux personnes qui avaient soit déjà de l'immobilier, soit déjà investi, ou des personnes qui avaient hérité d'un patrimoine ou d'argent pour pouvoir justement réinvestir. C'est là où on comprend en fait finalement que malheureusement et heureusement, je ne sais pas trop, mais en tout cas on vit avec des œillères et c'est les œillères en fait qui nous sont données depuis qu'on est né, ce qu'on appelle l'ouverture des champs des possibles. C'est le moment où en fait tu rencontres des personnes qui ont fait plus que ce que tu imagines être possible d'être fait, puisque dans ton entourage, tu vas te référencer automatiquement à la personne qui a fait le plus. Si cette personne gagne 2000 € par mois, tu te diras, putain, si un jour j'arrive à gagner 2000 € par mois, ça sera extraordinaire. Si tu avais un ami qui en gagnait 100 000, tu te dirais, waouh, en fait, il est possible de gagner 100 000 et tu aurais certainement été chercher des revenus plus conséquents. L'ouverture des champs des possibles, c'est le moment où en fait tu brises complètement tes croyances limitantes et que tu arrêtes d'écouter ce qu'on peut entendre dans ton entourage. Bien souvent d'ailleurs, et c'est un conseil que je vais te donner, bien souvent les personnes qui nous disent n'investis pas dans l'immobilier, c'est trop compliqué, c'est trop dur, les locataires ne payent pas, etc. Ce sont des personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, qui sont nourries de leurs propres peurs, qui viennent aussi également eux-mêmes peut-être de leur propre famille et amis et vice versa puisque ça se transmet de génération en génération. Alors première croyance limitante que j'entends souvent, il faut un CDI pour investir en immobilier. Alors oui et non. Effectivement un CDI, ça peut être agréable pour une banque, pour prêter de l'argent, pour avoir en fait tout simplement la possibilité d'emprunter X euros pour acheter un bien immobilier. Sauf que la banque, ce qu'elle veut, c'est pas forcément un CDI, elle veut une situation cohérente et stable. Ce qui veut dire que si jamais tu es en CDD depuis 4 ans, 5 ans ou alors 3 ans et que ta volonté à toi n'est pas de chercher un CDI mais que tu aimes être en CDD parce que ça te donne la possibilité à chaque fin de contrat de pouvoir renégocier si l'employeur te veut. Ça te donne en fait de garder le pouvoir de décision sur est-ce que je reste dans cette entreprise ou est-ce que je change à la fin de mon contrat. Aujourd'hui, aucune raison pour la banque de voir ça comme une faiblesse. Si par contre tu arrives à la banque en disant « oui je sais, je suis en CDD, j'imagine qu'un CDI ça serait mieux », je te le dis d'avance, tu es en train de lui déballer le tapis rouge pour qu'il te le mette vers la sortie. Donc ce qui est hyper important, ça va être la façon dont tu vas présenter ta situation. D'ailleurs, j'ai des élèves intérimaires qui ont réussi à emprunter de l'argent. J'ai même un élève qui est au chômage qui a réussi à emprunter de l'argent. D'ailleurs, je vais t'en parler tout de suite. Cette personne-là était au chômage, avait perdu son job, il avait quand même beaucoup d'argent de côté, hein, d'accord ? Il avait beaucoup d'argent de côté, mais plus de situation stable. Mais par contre, il avait des comptes hyper clean, il avait un effort d'épargne. Ce qu'on appelle un effort d'épargne, c'est tout simplement le fait de prendre une somme de ton compte courant et de le mettre sur un autre compte. Ça peut être 10 €, 20 €, 30 €, 100 €. Plus c'est gros, mieux c'est bien sûr. Mais ce que la banque va apprécier, c'est la régularité. C'est-à-dire que vaut mieux que tu mettes, je dis une bêtise, 50 € par mois plutôt que un coup 10, un coup 100, un coup 20, un coup 500, parce que ça veut dire que tu ne sais pas gérer en fait un budget stable. Le but en fait, la banque, c'est qu'elle veut voir que tes comptes ressemblent à un long fleuve tranquille, d'accord? Et sache que c'est important, pourquoi? C'est parce que aujourd'hui les banques te donnent une note, d'accord? Une cotation, ce qu'on appelle le scoring bancaire, c'est-à-dire que tu es noté par les banques. Et oui, encore une fois, nous avons une note au-dessus de notre tête, hein, ça commence à l'école, mais ça continue aussi à la banque. Mais je te rassure, le banquier aussi est noté, c'est pour ça que je te dis qu'encore une fois, tu vois que c'est pas si simple. Je te parle de CDI, pas de CDI, d'intérim, parce que oui, tu peux aussi investir en intérim. Maintenant, aujourd'hui, quand tu vas arriver vers la banque, elle va regarder par rapport à un ensemble d'éléments, d'accord,
quel est ce personnage qui se présente devant moi? Alors la première lecture qu'elle va avoir, c'est la lecture en fait de tes 3 derniers relevés de compte. Cette information est très pertinente dans le sens où aujourd'hui, même si tu as eu des impayés, même si tu as fait 2-3 découvertes, etc., sache que demain, si tu arrives à mettre 3 mois clean, d'accord, pendant 3 mois, pas d'impayés, pas de découvert, vraiment avec même un effort d'épargne, quelque chose qui dessine ces 3 mois comme le compte parfait, tu prends tes 3 mois, tu vas démarcher une autre banque qui elle aura la visibilité que sur ces 3 mois et finalement tu passeras pour le client parfait. Je vais continuer tout de suite. Aujourd'hui, voilà, la banque elle va lire donc tes 3 derniers relevés de compte. Effectivement, si elle voit que tu fais des jeux d'argent, que tu achètes de la crypto-monnaie, que tu retires souvent en espèces, que tu es à découvert, que le 5 du mois tu n'as plus d'argent, que tu vas souvent au McDo, c'est un signe, on va dire un très mauvais signe. Pour qu'une personne puisse te prêter de l'argent, elle va avoir besoin d'être sûre que tu as une stabilité émotionnelle et financière. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'après la lecture de l'ensemble de tes comptes, elle va aussi regarder bien sûr ta situation personnelle. Est-ce que tu es marié? Est-ce que la personne avec qui tu es aussi également a des comptes clean? Parce que sache que si aujourd'hui vous êtes sur la même feuille d'imposition, que vous vivez ensemble, elle regardera automatiquement, même si tu empruntes seul, elle regardera aussi les comptes de ton conjoint ou de ta conjointe. Sache-le, c'est important. Ton épargne de côté, le montant que tu gagnes, est-ce que tu es en CDI, en intérim, au chomage ou en CDD? Elle va te donner en fait la banque une note, d'accord? Et cette note, imagine un portail, d'accord? Plus la note est élevée, plus le portail s'ouvre en grand, plus il s'ouvre en grand, plus tu pourras venir en fait avec un gros véhicule, ok? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui tu as le portail qui est entrouvert, tu pourras peut-être acheter un appartement. Si le portail est grand ouvert, tu pourras peut-être acheter un immeuble. Mais sauf que c'est pas la seule valeur importante, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour que ce portail, imagine à l'instar de ce portail, pour qu'il s'ouvre, il y a 2 battants. Il y en a un qui dépend de toi, l'autre qui dépend en fait tout simplement du banquier. Et sache qu'en fait le banquier, en fonction de depuis combien de temps, donc son ancienneté, depuis combien de temps il travaille dans la banque, également sur X crédits qu'il a donné en, je sais pas, admettons ça fait 5 ans qu'il est là, il a donné 50 crédits, sur 50 crédits, combien ont été jusqu'au bout sans aucune incidence. Si aujourd'hui sur 50 dossiers, il y en a 25 qui ont capoté ou sur lesquels il y a des impayés ou des difficultés de paiement, en fait, lui, sa note va descendre. Et automatiquement, c'est quelqu'un à qui on va baisser son pouvoir de délégation. Le pouvoir de délégation, en fait, c'est la somme que le banquier a le droit d'octroyer sans aller demander au-dessus. Exemple, je suis le banquier, j'ai 5 ans d'ancienneté, j'ai eu aucun incident bancaire, j'ai le droit de dire oui à n'importe quel client jusqu'à hauteur de 500 000 euros. Tu viens en face de moi avec un projet à 500 000, j'appuie sur le bouton, je te prête 500 000 euros. Simple. Si aujourd'hui j'ai eu 50% de galère dans mes dossiers, peut-être que mon pouvoir est que de 100 000 euros. Ce qui veut dire que tu vas venir me voir avec ton dossier nickel, je ne peux pas appuyer sur le bouton, je suis obligé de le passer à mon responsable qui lui a un pouvoir que de 200 000 euros, qui est obligé de le passer à son responsable. Le dossier rebondit de banquier en banquier. Finalement, arrivé en haut, toutes les explications que tu as pu donner au départ, elles ont été traduites, retraduites, détraduites. Tout le côté humain, projet, etc., toute l'âme, le cœur que tu as pu mettre dedans a totalement disparu arrivé en haut. En haut, il n'y a que des chiffres. Merci, au revoir, terminé. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui est important aussi également de comprendre, c'est qu'il ne faut pas trouver la bonne banque, il faut trouver le bon banquier. Et trouver le bon banquier, ça nécessite du travail. Aujourd'hui, j'ai un élève à moi, Christophe, qui a eu 14 refus bancaires et c'est à la 15e qu'il a eu l'acceptation du financement. Et je me rappellerai toute ma vie puisque dans le groupe, puisque tous mes élèves sont réunis dans un groupe et donc lui, il disait à chaque fois, il avait eu 1 refus, 2 refus, 3 refus, 4 refus, 5 refus, 6 refus. Et finalement, à la 15e banque, il a eu l'acceptation. Il a preuve par l'exemple en fait que la détermination amène toujours au succès et que finalement, on ne perd qu'à partir du moment où on arrête d'essayer. L'échec en fait n'est pas un problème. L'échec doit être considéré comme une partie d'expérience qui nous permet de rajouter un barreau supplémentaire à l'échelle de ton succès. Maintenant, si aujourd'hui, à un moment donné, tu te dis « j'ai tellement peur de l'échec que je ne veux pas y aller parce que j'ai peur d'un non, j'ai peur de passer pour un novice, etc. » Finalement, la réponse est déjà non, tu as déjà perdu. En France, il y a 33 000 banques, d'accord? 33 000 banques, considère bien ce que je te dis, 33 000 banques, et donc il y a autant de banquiers. Imagine, il y a 5 banquiers, allez, on va dire, il y en a beaucoup plus, mais 5 banquiers par banque, ça fait déjà 150 000 banquiers, d'accord? Donc potentiellement 150 000 chances d'obtenir ton financement. Okay, donc je sais que ça paraît fou, mais tu vois, j'ai un élève à moi aussi qui a eu un refus au CIC de Hésine, qui est à Bordeaux ici, et 5 km à côté, CIC de Bruges, il a eu une acceptation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
c'est vraiment le banquier qui va faire le projet. Okay, mais avant ça, il y a aussi la façon dont tu vas présenter le dossier. Okay, c'est pas si simple, hein. Il y a aussi la façon dont tu vas présenter le dossier. Le dossier bancaire que tu vas amener en fait au banquier pour qu'il t'ouvre les portes doit être constitué de beaucoup de choses. Il doit y avoir ta situation, il doit y avoir ton projet, il doit y avoir ton étude de marché, il doit y avoir aussi également les estimations de valeur locative, donc c'est-à-dire combien les professionnels du marché ont estimé que les X appartements allaient se louer, une estimation de valeur vénale aussi qui va dire voilà aujourd'hui ce bien après travaux va valoir X milliers d'euros, ce qui va permettre de justifier en fait auprès de la banque te prête admettons 300 000 euros pour acheter un bien avec des travaux. Finalement tu fais estimer par deux professionnels du marché en disant voilà aujourd'hui voilà le bien que je suis en train d'acheter. Si l'immeuble et tous les appartements étaient rénovés, vous l'estimeriez à combien? Et là, on va te faire une estimation peut-être à 400 000. Tu arrives à la banque avec un produit et tu vas leur dire voilà monsieur, madame le banquier, moi je vous ai emprunté 300 000 euros. J'ai fait mes estimations de valeur locative. Le crédit sur 300 000 euros est de 1 500 euros par mois, par exemple, d'accord. Avec mes 6 appartements, le bien immobilier me permet de dégager 700 euros de cash flow. Donc, je peux tout payer, toutes les charges, taxes foncières, assurance P&O, CFE, frais de comptabilité, voilà, tout compris, taxes foncières, etc. Et en plus, il me reste 700 euros par mois. De plus, j'ai fait venir des professionnels du secteur qui ont dit que le bien, après les travaux, n'allait plus valoir 300 000 euros, mais 400 000 euros. Ces deux éléments vont te permettre de prouver à la banque que tu as déjà préparé ton dossier, que tu n'as pas voulu te lancer à la va-vite et que tu peux prouver en fait au banquier qu'effectivement, le bien dans lequel il va investir son argent avec toi est un bien 100% sécurisé puisque même après travaux, la valeur excède largement la valeur monétaire qu'il t'a prêtée. Okay, ça, c'est important. Maintenant, pour revenir sur le mécanisme du financement, aujourd'hui, comprends bien, l'immobilier, c'est très simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu viens acheter un bien immobilier, mais pas avec ton argent. Si tu l'achètes avec ton argent, tu vas passer à côté de choses extraordinaires. Tu sais que le crédit, c'est la vie. Hein, je vais t'expliquer comment. Aujourd'hui, déjà, imagine tu as 100 000 euros de côté. Okay, tu investis 100 000 euros dans ton bien, tu le payes cash. Tu vas générer des revenus. Ce bien-là, tu n'auras pas d'intérêt de crédit à déduire, tu auras donc beaucoup moins de frais et de charges automatiquement, et donc finalement, tu vas être très vite imposé. Et encore, si tu te trompes de fiscalité, ça peut effectivement, encore une fois, te coûter très cher. Mais si jamais, en tout cas, tu achètes ce bien à crédit, l'avantage, c'est que les 100 000 euros, tu vas les garder de côté. Le crédit que tu as fait va bénéficier d'assurance, décès, invalidité, perte totale d'autonomie. Donc ça veut dire que même si demain il t'arrive quelque chose, le bien immobilier sera intégralement payé. Et donc, par exemple, tes héritiers toucheront à la fois les 100 000 euros plus le bien qui est payé. En admettant qu'il t'arrive quelque chose qui t'empêche tout simplement d'aller au travail, okay, à ce moment-là, tu auras conservé tes 100 000 euros qui te permettront de, je sais pas, pallier peut-être à une réduction de salaire si tu as une maladie de longue durée ou un accident ou peu importe. Et à côté, tu as ce bien-là qui lui aussi également sera pris en charge par l'assurance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en admettant que la banque te demande 10% d'apport, ce qui est largement et facilement contournable et je vais t'expliquer juste après comment. En fait, si tu veux, aujourd'hui, admettons la banque te demande 10%, tu prends un bien immobilier dans lequel tu as 100 000 euros de côté, tu mets 10 000 euros d'apport, hop, tu achètes ton premier appartement à 100 000 euros. Une fois que tu as acheté ce premier appartement à 100 000 euros, il s'autofinance, il dégage du cash flow. Ce cash flow vient s'additionner aux revenus globaux que tu as déjà, donc c'est-à-dire tes revenus, traitement et salaire. Et donc par exemple, admettons tu gagnes 1 500 euros, au lieu de gagner 1 500, peut-être si tu as 200 euros de cash flow, pour la banque tu gagnes plus 1 500, mais tu gagnes 1 700 euros. Donc tu viens d'augmenter ta capacité d'emprunt, en plus tu viens d'augmenter la valeur de ton patrimoine, tout en sachant que si le crédit de ce bien immobilier par exemple est de 500 euros par mois, c'est un exemple, le crédit est intégralement payé par le locataire tous les mois. Ça veut dire que dans 10 ans, quand tu vas revendre le bien, ou dans 5 ans, quand tu vas revendre le bien, tu vas pouvoir récupérer toutes les mensualités qui ont été déjà payées par le locataire. Plusieurs façons de s'enrichir dans l'immobilier, il faut le savoir, il y a 3 leviers. Le premier, c'est le cash flow que tout le monde connaît. Et je vais juste résumer rapidement qu'est-ce que le cash flow. Le cash flow, c'est tout simplement prendre la mensualité, donc tous les revenus locatifs, d'accord? Revenus locatifs moins l'ensemble des charges. Donc pour te faire une liste, on va commencer taxe foncière, assurance du bien, donc l'assurance P&O, la CFE, cotisation foncière des entreprises, les frais de comptabilité, peut-être les frais des parties communes, si c'est un appartement, des charges de copropriété et aussi bien sûr la mensualité du crédit. Une fois que tu as déduit tout ça, il te restera le cash flow net et quand tu veux parler de cash flow net, il faudra aussi déduire les impôts. Mais quand tu investis dans les bonnes stratégies, notamment comme le LMNP, tu vas te retrouver en fait à ne pas payer d'impôts
pendant 7 à 10 ans en moyenne, mais je t'expliquerai comment juste après. Donc du coup, tu as acheté un bien qui lui s'autofinance, qui te permet de générer des revenus dans ta poche tous les mois, donc le cash flow. De l'autre côté, tu as le crédit, d'accord, qui est capitalisé par le locataire, puis c'est le locataire qui rembourse la dette. Mais tu as aussi la valeur du bien. Le bien que tu as acheté aujourd'hui 100 000 euros, dans 10 ans, il vaudra peut-être 200 000 euros, ou peut-être 150 000 euros, ou peut-être 300 000 euros. Ça dépend de plein de facteurs, mais en moyenne, tu comptes 3% d'augmentation par an, hein, sur des chiffres concrets en France. D'accord? Et donc, chaque année, ton bien augmente de 3% sa valeur mobilière. Donc, automatiquement, en fait, tu as ton argent qui travaille d'un côté, de l'autre côté, tu as de l'argent qui est placé, et de l'autre côté, tu touches de l'argent tous les jours. Enfin, en tout cas, tous les mois, mais même en dormant. Et c'est ça qui est génial à bien comprendre dans l'immobilier, c'est que en investissant avec de l'argent qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire que tu vas demander à la banque de te prêter de l'argent, tu vas acheter un bien avec l'argent que la banque t'a donné, tu vas mettre un locataire dedans qui va rembourser ta dette. En plus, tu vas gagner de l'argent tous les mois. Tu vas placer de l'argent tous les mois pour plus tard et la valeur de ton bien également va continuer à augmenter dans le temps. 3 manières de t'enrichir très rapidement avec l'immobilier et très facilement. Il n'y a rien de plus facile que d'investir dans l'immobilier locatif, bien sûr à condition, encore une fois, d'apprendre exactement ce qu'il y a à savoir avant de te lancer. Je vais te donner un exemple parce que là, si ça te paraît compliqué d'investir en immobilier, je vais te demander par exemple de me faire un gâteau, fais-moi une tarte aux fraises. Tu vas me dire, Jérémy, j'ai jamais fait de tarte aux fraises. Et je vais te dire, mais qu'est-ce qui te manque pour faire une tarte aux fraises? Tu vas me dire, il me manque la recette. C'est exactement pareil pour l'investissement immobilier. Aujourd'hui, ça paraît compliqué, mais demain, on te donne la recette clé en main avec toutes les étapes pour investir dans l'immobilier. Tu vas voir que finalement, tu n'as plus qu'à apprendre, suivre, appliquer, réussir. Exactement comme pour la recette d'un bon gâteau. Pour te donner quelques tips très rapidement, puisque c'est des questions qu'on me pose aussi souvent, on me dit toujours, ouais voilà, Jérémy, il y a aussi l'histoire des locataires qui ne payent pas. Alors là, je vais te le dire sincèrement, je ne vais pas débattre trop longtemps. S'il te plaît, ne me crois pas sur parole, va vérifier par toi-même, regarde tranquillement sur Internet et tape loyer impayé en France et tu vas voir que ça représente seulement 2 à 3% du marché en France, sur tout le parc immobilier, 2 à 3%. Et dis-toi que généralement, quand ça t'arrive, c'est que tu n'as pas fait les choses correctement. Une dernière chose hyper importante que faut absolument que tu comprennes, c'est que aujourd'hui, dans l'investissement immobilier, une des clés pour pouvoir investir en illimité, c'est bien sûr d'avoir du cash. D'accord ? Sur le premier investissement, ce n'est pas forcément nécessaire, mais très rapidement, les banques vont t'en demander. Okay ? Donc moi, je vais te donner une dernière astuce, ça s'appelle le différé d'emprunt. Énormément de personnes me disent « Jérémy, c'est bien beau, tu me dis je dois acheter des biens avec des travaux, mais moi pendant les travaux, je n'ai pas de locataire en place. Comment je vais faire pour payer le crédit alors que mes locataires ne sont pas là pour rembourser ?» Pas de problème. En fait, les banques peuvent te donner ce qu'on appelle un différé d'emprunt. Ce différé peut durer 6 mois, 10 mois, 12 mois, jusqu'à 24 mois de différé total. Ça veut dire tout simplement que pendant 24 mois, tu vas payer 0 € de mensualité, ok? Ça va te laisser le temps de faire tranquillement tes travaux, ok? Les travaux durent en moyenne entre 3 à 6 mois, on va dire 6 mois. Au bout de 6 mois, tu vas mettre le locataire ou les locataires en place et il va te rester donc 18 mois au total sur les 24 mois. Hein, rappelle-toi, 24 mois au total, 6 mois de travaux, il nous reste 18 mois de report. Pendant ces 18 mois, tu ne vas pas faire commencer le crédit. Non, non, non. Tu vas continuer en fait tout simplement à laisser le report en place et toutes les mensualités que tu vas toucher, tu vas les mettre de côté. Ça va permettre 2 choses. Ça va te permettre premièrement de sécuriser ton investissement immobilier puisque tu vas avoir ce qu'on appelle une porte pour la soif. Mais la chose la plus importante et la plus essentielle, c'est que grâce à cet argent que tu vas mettre de côté, si demain tu as besoin d'argent supplémentaire pour donner un apport, tu vas l'avoir. Si demain, la banque, pour te prêter de l'argent, a besoin de voir que tu sais économiser, tu vas l'avoir. Et si tu écoutes bien ce que je suis en train de t'expliquer, que tu fais ça à tous tes investissements, mais finalement, à chaque fois que tu vas faire un investissement, en plus de t'enrichir tous les mois grâce au cash flow, en plus de t'enrichir tous les mois grâce au crédit qui est payé par le locataire, en plus de t'enrichir tous les mois grâce à l'augmentation de la valeur patrimoniale, puisque dans le temps, le bien va prendre de la valeur, tu vas en plus pouvoir te créer en fait une enveloppe, d'accord, à chaque investissement qui va permettre de gonfler ton épargne immédiatement et donc automatiquement de t'ouvrir encore plus les portes de l'investissement immobilier en pouvant aller chercher de plus en plus de grosses opérations et très rapidement tu vas voir qu'en fait tu peux passer de j'ai pas de situation, j'ai pas d'épargne de côté à j'ai acheté un bien immobilier, j'ai X milliers d'euros de côté puisque le premier bien immobilier est le plus important. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu cliques dessus, tu me mets un pouce. Si jamais, bien sûr, tu veux du contenu gratuit pour apprendre à investir dans l'immobilier, tu regardes juste en dessous de cette vidéo, tu vas trouver un lien pour pouvoir investir toi aussi. Et bien sûr, si jamais tu veux mettre un commentaire, avec grand plaisir. Allez, je te dis à très vite de l'autre côté. Ciao, bye.